Allez, l'enfer, allez, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. C'est un appel à se tourner. Allez, l'enfer, allez, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. On va niquer ta réforme. Frédéric Vidal, ministre de que dalle. On va niquer ta réforme. Frédéric Vidal, ministre de que dalle. On va niquer ta réforme.
Bonjour et bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Voilà, c'est la jeunesse, les facs en lutte, la fac de Nanterre qui ouvre le cortège. Vous le voyez, en musique, en chanson, contre la ministre de l'Éducation nationale, Frédérique Vidal. Ce que tu proposes, c'est que dalle. La jeunesse dans le mouvement, la jeunesse déterminée à demander le retrait de cette réforme, à lutter contre la loi LPR, loi de programmation de la recherche. C'est en fanfare que démarre cette manifestation aujourd'hui, jeudi 6 février. Bienvenue à vous sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes actuellement en place de la République à l'appel de l'intersyndicale. Le front social, le front de lutte, la lutte des classes est toujours aussi déterminée à combattre, est toujours aussi festive et joyeuse et créative. Bienvenue. On va s'en débarrasser. Eh oh, c'est rigolo. Sous les bombes, eh oh, c'est rigolo. Sous les bombes lacrymo. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité, la jeunesse qui vient d'ouvrir le cortège en fanfare, déterminé, joyeux, combatif, notamment contre la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Frédérique Vidal, ce que tu dis, c'est que dalle, répétait-il en fanfare. Voilà, les jeunes, la jeunesse, les étudiants, la fac de Nanterre, ici déterminés à la manifestation. Place de la République, bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis une enseignante chercheuse d'une école d'architecture, je suis professeure à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Je suis sociologue. D'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Tout simplement pour agir à un moment donné où une série de mesures sont en train de détruire complètement nos métiers. Je dis nos métiers parce qu'effectivement les enseignants-chercheurs, il y en a à l'université, il y en a dans les écoles d'architecture. Et véritablement on est dans des situations où les moyens disparaissent extrêmement vite. Et puis on a vraiment l'impression d'un millefeuille social global, où effectivement tout est attaqué et où effectivement on en discutait avec ma collègue, on est dans une situation d'insécurité sociale absolument généralisée et systématisée. Et ceux qui ne connaissent pas le métier d'enseignant-chercheur, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement en quoi on est en train de détruire votre métier ? On n'a plus de moyens, c'est-à-dire qu'on a des effectifs d'étudiants qui sont de plus en plus nombreux dans des locaux vétustes, avec une précarité extrêmement incroyable de la part de nos collègues. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir à l'université à l'heure actuelle, et particulièrement dans certaines facs, 70% du temps d'enseignement est assuré par des précaires. C'est énorme. Dans certaines universités, comme c'est Paris Diderot, je crois, c'est ça, qui est dans cette situation-là. Ma collègue est à Paris 8. On est vraiment dans des situations, c'est la même chose en école d'architecture, où on a de plus en plus nos collègues maîtres assistants associés ont été payés au mois de décembre, alors qu'ils ont commencé à travailler en septembre. D'accord. Donc 4 mois sans salaire. Oui, d'accord. Certains n'ont même pas dans mon université encore un contrat de travail. Donc même histoire, ils sont payés 4 à 6 mois après. On a aujourd'hui dans mon département, à l'université Paris 8, plus d'enseignants précaires que d'enseignants titulaires. On a également dans notre université des collègues qui ont annoncé hier qu'ils ne pouvaient pas maintenir l'ouverture de la première année de leur formation. Donc ça veut dire qu'ils acceptent d'une certaine manière parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que leur formation en informatique finalement soit fermée. Voilà, c'est des moyens, c'est des gels de postes, de titulaires. Vous êtes aussi en lutte contre la LPR, la loi de programmation de la recherche ? Oui, on est en lutte contre un ensemble, actuellement, personnellement, je suis en lutte contre un ensemble de mesures qui créent de la précarité, de la précarisation sociale, de l'insécurité sociale généralisée. On peut citer la réforme
la réforme de l'assurance chômage, hein, qui est passée qui est passée en 2019, qui précarise encore plus les chômeurs. On peut évidemment, la plus forte de toutes, celles qui nous concernent tous, c'est-à-dire vieux ou un peu âgés comme moi, des collègues plus jeunes, des jeunes collègues, mes enfants, les enfants de mes enfants s'ils en ont, qui est quand même cette réforme de la retraite. Hier j'assistais à une conférence d'un collègue économiste, c'est proprement effrayant, quoi. Les baisses, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants qui vont perdre beaucoup, moyennement ou un peu. Voilà, on est quand même dans cette configuration-là et je la trouve assez effrayante. Je suis attachée au système de sécurité sociale tel qu'il a été mis en place globalement en 1945 par le Conseil national de la résistance et concrètement en 1946 par Ambroise Croizat, voilà. Et parce que c'est un système qui socialise les risques, d'accord, qui rend collectif les risques, alors que le régime à point, de fait, qu'est-ce qu'il fait? Il individualise les risques. Donc voilà, c'est pas possible. Vous qui êtes chercheur, les penseurs ou les profs d'université qui ont une relative autonomie de pensée depuis acquise quelquefois dans certaines universités depuis le Moyen-Âge, c'est aussi cette autonomie de votre travail de chercheur, la manière dont le menez, qui est remis en cause là. Alors, c'est remis en cause, on va dire, depuis 20 ans, hein, depuis 1997 et 1998. La Convention de Lisbonne et le processus de Bologne. Et puis ça s'est accéléré, ça a été la création d'agences avec un financement par projet, puis l'autonomie financière des universités et non pas l'autonomie académique, l'autonomie financière avec la loi liberté et responsabilité des universités donc en 2007 et certains décrets d'application en 2009, qui a effectivement rendu les choses très très difficiles. Donc avec tout ce que ma collègue vous a raconté au départ, moins de moyens, gestion du personnel, donc on gèle des postes, on ferme des formations. Et puis, in fine, il y a une autre série de mesures. Parmi des récentes, la loi Heureux, orientation, du coup je sais plus, orientation et je sais plus. non, c'est pas une loi de recherche, c'est celle qui concerne les étudiants, c'est Parcoursup, qui du coup est un système de tri social des étudiants, ni plus ni moins. C'est effrayant. On demande de surcroît à des jeunes de se déterminer au début du lycée, à travers cette course aux notes, etc. On ne leur laisse pas le temps du tâtonnement, qui est un temps que moi j'estime formateur. Alors pas pour tous, il y en a qui savent depuis qu'ils ont 5 ans, qu'ils ont envie de devenir médecin ou pompier, mais la grande partie des gens ont besoin d'expérimenter et ce n'est plus possible. Ça crée là encore beaucoup d'angoisse chez ces jeunes. Moi je les vois en première année, les étudiants sont angoissés, ils ont peur. Et je ne crois pas qu'on fasse une société avec des gens qui ont peur. Leurs parents ont peur, leurs enseignants au lycée ont peur, mes collègues aussi ont peur. Enfin voilà. Donc c'est pas une société dans laquelle j'ai envie de vivre et c'est pas celle que j'ai envie de léguer à mes enfants et comme je le disais tout à l'heure aux enfants de mes enfants. Voilà, donc il y a aussi une solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle qui s'exprime de la part des enseignants. Ah bien évidemment. C'est aussi le poids de la gestion administrative qui s'accroît avec les appels à projets où vous passez de plus en plus de temps à remplir des dossiers plutôt que de faire le cœur de votre métier qui est la recherche. Absolument. Oui, avec énormément de choses absurdes. C'est-à-dire les dossiers que nous avons à remplir pour faire ces appels à projets ne cessent eux-mêmes de s'étoffer. Donc on passe énormément de temps. On passe du temps à évaluer les réponses à ces appels à projets des collègues, là encore avec des dossiers énormes. On passe du temps
à évaluer les dossiers de nos collègues, à faire les rapports, un rapport par chaque personne qui effectivement malheureusement n'a pas de poste. Donc lorsque vous avez un poste mis au concours et que vous avez jusqu'à 50 ou 80 candidats, ben, vous imaginez ce que représente le travail de la présidente du jury, que je peux être moi. Il y a eu une grande campagne l'année dernière de recrutement dans les écoles d'architecture et nous avons à peu près tous passé 6 semaines à faire que du travail administratif. C'était incroyable. Est-ce que vous avez postulé à l'HERSS? Alors oui, toutes les deux. Voilà, nous sommes toutes les deux Est-ce candidats. que vous pouvez expliquer? Bon, l'HCRS, donc, c'est le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, donc qui est une de ces instances créée initialement en 2006. Elle avait un autre nom, c'était l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et qui est donc un de ces instruments qui nous font produire des séries d'évaluation, d'auto-évaluation. Avant d'être évalué, il faut que nous-mêmes, on s'évalue collectivement. Donc, un premier dossier. Et enfin, ça prend mon laboratoire qui a été très bien évalué l'année dernière. Nous avons passé 1 an et demi à préparer le dossier d'auto-évaluation, le rapport d'activité, le projet. Alors, pas tout le monde et pas tous les jours. Mais moi, je n'étais pas responsable de mon laboratoire. J'étais simplement responsable d'un axe de recherche. Eh bien, ça nous a pris un temps fou. Voilà. C'est quand que vous faites de la recherche alors? Dans les interstices. Dans les week-ends et les vacances. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on fasse de la bonne recherche. Vous voyez? Voilà. Moi, je m'interroge. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà le témoignage. On est l'humanité. Ah, vous êtes à Paris 8, l'école d'architecture. Il n'y a pas de... Oui, super. Voilà le témoignage d'enseignante chercheuse qui dénonce en fait énormément de choses, la loi LPR, la succession des réformes, le poids de la gestion administrative qui repose sur l'épaule des enseignants chercheurs, le manque de moyens, l'augmentation des étudiants, la vétusté des locaux, les revendications des enseignants chercheurs, des facultés, des universitaires sont extrêmement importantes et on l'a vu assez vaste. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne, partie de Gare de l'Est. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. La liberté. Un vent mauvais l'a emporté. Je reste seul sur le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.
voilà, sur un chant révolutionnaire entonné par des étudiants. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui jeudi 6 février à l'appel de l'intersyndicale. Un front social toujours aussi dynamique, combatif, déterminé, fier, chantant, festif et créatif. Le front social est là, la lutte des classes n'est pas terminée. Et les manifestants et les grévistes sont toujours aussi déterminés à se faire entendre par ce gouvernement qui manifestement fait la sourde oreille. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Grégoire Nadin, je suis chercheur au CNRS en mathématiques à Sorbonne Université et militant à CNTRS CGT, membre du bureau national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour deux raisons. D'abord, contre la réforme des retraites, Macron de Levoix, qui va pénaliser tous les travailleurs et au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur, on n'est pas épargné, puisqu'on a le mode de calcul sur toute la carrière et pas que sur les 6 derniers mois nous est très défavorable et qu'on a très peu de primes. Donc, Vous pouvez dire à quel salaire démarre un chercheur ? 1,8 SMIC environ, parce que souvent il y a eu des post-doctorats avant, des postes de contractuels dans différentes universités à l'étranger, etc. Donc là, Vidal propose de revaloriser à 2 SMIC les nouveaux entrants. Bon, c'est pas la mer à boire, quoi. C'est très insuffisant. Mais bon, après, au-delà de ça, l'autre raison de la mobilisation, c'est aussi qu'on nous prépare une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, où les premières annonces sont vraiment très inquiétantes. Nous, ce qu'on revendique depuis de nombreuses années, c'est de l'emploi scientifique. Donc il y a quand même eu 9000 postes supprimés depuis 2005. Des crédits récurrents, des crédits de base dans les labos très insuffisants. Donc par exemple, le comité national du CNRS, donc tous les élus du CNRS, si vous voulez, pour le faire simple, demandent un triplement des crédits de base des labos. Donc il y a vraiment de plus en plus de précarité qui se développe, puisqu'il y a de moins en moins d'emplois titulaires. Et donc là, la loi de programmation pluriannuelle ne répond pas du tout à ces problématiques, puisqu'elle va bien mettre de l'argent sur la table. De l'argent, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails, mais dont nous on dit qu'en fait ça va être l'argent qui va être pris sur nos retraites, quoi, en quelque sorte, puisque je pourrais y revenir après. Et donc il va y avoir de l'argent sur la table, mais pour des postes de contractuels, un peu sur le modèle anglo-saxon. Et puis toujours plus d'appels à projets sélectifs qui favorisent le lien avec la recherche partenariale et le privé, quoi, plutôt que des crédits récurrents pour la recherche publique, la recherche fondamentale, collaborative, etc., quoi. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer cette précarité concrètement? Elle se traduit comment le fait d'augmenter le nombre de contractuels ou de précaires, ça affecte la recherche elle-même? Oui. D'abord,
D'abord, je crois que l'âge moyen aujourd'hui d'un chargé de recherche, si je ne dis pas de bêtises, quand il est recruté, c'est 34 ans. Donc ça peut monter à 36, 37 ans suivant les disciplines. Donc avant, c'est des périodes de précarité. Donc souvent, il faut aller à l'étranger, changer d'université. Des fois, il y a des périodes de chômage ou des périodes de vacataires ou de ce qu'on appelle attachés temporaires de recherche qui sont payés très mal, quoi, parfois en dessous du SMIC. Voilà, donc ça c'est le début de la précarité. Puis après, en termes de fonctionnement dans les laboratoires, c'est une perturbation. Je veux dire, la recherche, c'est quand même un travail de temps long où on a besoin de stabilité pour asseoir nos recherches, progresser. Voilà. Et là, le fait qu'il y ait un turnover pas possible au niveau des contractuels, que ce soit donc au niveau des ingénieurs, techniciens, enfin personnel de soutien ou des chercheurs, hein, tout le monde la précarité elle est partout, plus particulièrement je crois pour les personnels de soutien, quoi. Ça déstabilise tout ça, quoi. On peut pas, quand on est chercheur, on peut pas dire voilà j'ai un projet pour 5 ans, dans 5 ans j'aurai obtenu tel résultat, ça marche pas comme ça. Et ça je pense que le gouvernement le sait, mais s'acharne à vouloir nous calquer sur les modèles du privé, et c'est pas possible, quoi. Donc là, la recherche, l'enseignement supérieur vont vraiment très mal aujourd'hui, quoi. Ça a vraiment du mal à fonctionner, quoi. C'est aussi le poids du travail administratif. Vous avez fait des années pour vous former à la recherche et on vous demande de devenir des gestionnaires. Oui, alors ça prend plusieurs formes. Donc moi je suis chercheur, je fais pas d'enseignement, mais effectivement on est de plus en plus contraint, du fait de la baisse des crédits de base dans les labos, des crédits récurrents, on est de plus en plus contraint de répondre à des appels à projets sans cesse, de répondre souvent par opportunisme sur des choses où on essaie de rentrer dans les cases qu'on nous impose, quoi. Donc ça prend du temps, effectivement, c'est très chronophage, il y a un taux de succès qui est extrêmement faible, par ailleurs peu d'argent au bout. Mais encore une fois, même s'il y avait de l'argent, nous ce qu'on revendique avant tout, de l'argent pour les appels à projets, nous c'est pas ça, ce qu'on revendique c'est des crédits récurrents pour plus avoir à se prendre la tête avec ça. Et puis après, l'autre volet, c'est pour tous les personnels enseignants-chercheurs. Effectivement, il y a des tâches du fait de la baisse drastique du nombre de personnels de soutien, notamment dans les scolarités, parce que les universités qui sont en déficit chronique gèlent des créations de postes. Donc il y a des départs en retraite de personnels de scolarité qui ne sont pas remplacés. Et donc les personnels enseignants-chercheurs se retrouvent à faire le travail de ces personnels administratifs. Qu'est-ce qu'ils font ces personnels administratifs exactement ? L'organisation des examens, rentrer les notes sur les différents logiciels, etc. Même organiser, là c'est plus l'enseignement mais la recherche, organiser les missions, organiser les colloques. Tout ça, c'est de plus en plus des personnels enseignants-chercheurs et chercheurs dont c'est pas le métier qui se retrouvent à le faire. Et de moins en moins, il y a des baisses des chutes de postes phénoménales au niveau des personnels de scolarité. Voilà. Et par ailleurs, à côté de ça, le système des appels à projets fait aussi qu'on embauche de plus en plus de personnel administratif, non pas pour faire ce travail-là de routine, je dirais, enfin de ce que devrait faire, ce qu'il faudrait pour qu'une université fonctionne normalement, mais pour former les personnels à aller décrocher des appels à projets. Voilà. Donc c'est un truc qui se mord la queue complètement, quoi. Voilà. En fait, on veut des gestionnaires, pas des universitaires. Oui, après, qui veut ça? J'ai pas compris. Parce que les gestionnaires, il y en a besoin dans les laboratoires. Oui, mais le fait qu'on forme des gens à devenir des gestionnaires, alors que leur travail, le cœur de leur métier, c'est plutôt la recherche, il y a quelque chose de paradoxal. Enfin, non. Oui, mais bon, oui, bien sûr. Mais après, il faut des personnels de toutes catégories. Et encore une fois, les gestionnaires, il y a vraiment eu une baisse de postes phénoménale ces dernières années. Il faut aussi embaucher des personnels de gestion, voilà. Et des personnels de recherche. On demande au moins à minima de revenir au niveau de 2005 et nous on revendique même un plan pour résorber la précarité, donc qui aille bien au-delà. Et donc revenir sur ces 9000 suppressions de postes, c'est créer des postes de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de personnel de soutien, de personnel dans les services centraux. Il faut qu'on embauche pour toutes les catégories de personnel. Voilà. Voilà le témoignage d'un enseignant chercheur, d'un chercheur en fait, plus exactement en mathématiques, et qui dit le poids récurrent des logiques gestionnaires qui s'imposent aux chercheurs comme aux enseignants
aux enseignants-chercheurs. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne. Aujourd'hui, jeudi 6 février, à l'appel de l'intersyndicale. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Comme vous le voyez, les étudiants, les enseignants, chercheurs sont fortement présents aujourd'hui dans la manifestation parisienne. Ils sont très en colère, ils demandent le retrait de la réforme des retraites en raison de salaires qui commencent assez bas en début de carrière, puisque c'est l'ensemble de la carrière qui est pris en compte dans le projet de réforme, contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPR, et puis contre l'absence de crédit stable de la recherche qui est beaucoup trop financée seulement à coup d'appel à projet, autrement dit des financements non pérennes. Donc bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je rappelle que selon un sondage BEVA, 70% des Français sont pour la poursuite de la mobilisation. 61% des Français demandent le retrait de la réforme des retraites. Bonjour Madame Danielle Tartakovsky. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient ou quelles sont vos fonctions? Je suis retraité de l'enseignement supérieur. J'ai été présidente d'université. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes présente aujourd'hui? Je suis présente aujourd'hui pour deux raisons. D'une part parce que je peux encore bénéficier d'une retraite qui est tout à fait satisfaisante et que j'aimerais bien que tous les jeunes qui sont là puissent avoir la même retraite que moi dans quelques années, et que malheureusement c'est très inquiétant. Et puis je suis présente parce que je suis très très inquiète par ce qui concerne l'enseignement supérieur. On va vers une précarité généralisée dans l'enseignement supérieur, vers une concurrence généralisée, et c'est vraiment la fin de la grande université que nous avons connue. En fait, on a le sentiment que toutes ces réformes qui se sont mises en place par rapport à l'université, on se dirige tout droit vers la privatisation en fait. On y est déjà. On oublie trop qu'actuellement 70% des étudiants dans le supérieur, qui sont comptabilisés comme dans le supérieur, sont dans des écoles privées d'ingénieurs, de commerce, etc. Donc le privé, il est déjà très à l'œuvre. Il y a à l'intérieur des universités maintenant la mise en place de diplômes qui sont des diplômes payants, qui s'appellent bachelor, parce que comme on n'a pas le droit d'avoir des licences payantes, c'est des bachelors. Donc de plus en plus on fait rentrer au sein de l'université des diplômes qui sont tout à fait étrangers à ce qui a été l'esprit de l'université. Et Madame Tartakovsky, on a l'impression que la France, le gouvernement, marche à l'envers du mouvement historique. Les Anglais reviennent sur la privatisation de la SNCF. Les Américains aux États-Unis reviennent sur la privatisation de l'enseignement supérieur à cause d'un endettement extrêmement lourd sur le poids des étudiants. Et nous, on est en train de marcher tout droit vers ça. Vous pourriez ajouter que les Allemands et les Suédois s'interrogent sur la retraite à points. Enfin, effectivement, on a un gouvernement qui est pétri dans ses certitudes, non seulement qui n'écoute rien, mais dont on a le sentiment qu'il ferme les yeux sur des études qui sont pourtant des études pertinentes, mises en avant par des chercheurs et des politiques qui ne sont pas de dangereux gauchistes et qui devraient l'amener à réfléchir. Ce qu'on ressent aussi, que ce soit les chercheurs, les agents hospitaliers, c'est la casse du sens qu'on donne à son propre travail. Quand on demande aux chercheurs de faire des appels à ANR et donc de faire de la gestion, est-ce que c'est pas le sens de son engagement dans le travail qui est mis en branle?
Bon, d'une part, effectivement, les métiers ont changé, mais par ailleurs, il n'y a absolument plus d'espace pour une recherche fondamentale qui est absolument indispensable dans un monde qui est en plein bouleversement et où il est essentiel que dans tous les secteurs, on s'interroge fondamentalement sur ce qui nous permet de comprendre le changement. Donc le fait de s'articuler dans un temps extrêmement court sur des besoins extrêmement courts des entreprises, et c'est normal que je crois que l'université elle est aussi faite pour être plongée dans le monde dans lequel elle vit, mais avec une approche qui lui est spécifique et qui permet précisément à l'ensemble des acteurs sociaux et des acteurs économiques d'essayer de penser la longue durée et leur inscription dans la longue durée, ce que les appels à projets rendent totalement impossible. C'est aussi la question de le sens, mais aussi l'autonomie du travail, la capacité qui est donnée aux agents qui effectuent le travail, de le définir. Enfin, c'est ça qui leur est aussi souvent retiré. Oui, alors le problème, c'est que tout ça se fait au nom de l'autonomie, puisque c'est quand même le mot qui a été lancé par l'adversaire. Il y a une très grande capacité des gouvernements successifs à modifier le sens des mots, ce qui est très préoccupant aussi. Oui, il y a une difficulté, il y a une impossibilité aujourd'hui de faire valoir les compétences qui sont celles des agents techniques d'ailleurs, ou des enseignants ou des étudiants, pour encore une fois penser un monde qui est en plein bouleversement et qui suppose d'innover dans le domaine de la pensée, donc de laisser place à une capacité d'être autonome et de penser. Merci beaucoup Madame Tartakovsky. Merci, voilà le témoignage de Madame Danielle Tartakovsky, historienne, très connue du monde académique, ancienne présidente d'université, aujourd'hui à la retraite, et pourtant en manifestation, déterminée à manifester, à exprimer sa solidarité à la fois par rapport à son ancien métier de chercheuse, mais aussi sa solidarité intergénérationnelle par rapport aux nouvelles générations extrêmement affectées par cette réforme des retraites. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Vous le voyez, des manifestants toujours aussi déterminés, toujours aussi joyeux, combatifs, énergiques. Voilà, décidément, il n'y a que Macron qui ne les entend pas, ce front social qui dure depuis aujourd'hui maintenant 11 semaines, ce front social qui est d'ores et déjà entré dans l'histoire, fait événement dans l'histoire française, fait rupture, ce mouvement social auquel il faut bien donner un nom, celui de la lutte des classes, puisque selon une dernière étude de l'OFCE, la politique gouvernementale profite aux 5% des ménages les plus riches qui gagnent à peu près 2 905 € par an, quand les plus pauvres perdront 240 € par an selon, je vous le disais, une étude de l'OFCE. Vous retrouvez bien sûr l'article détaillé dans le journal de l'Humanité. Voilà, c'est ça la politique gouvernementale. Donner toujours plus à ceux qui ont plus et toujours moins à ceux qui ont moins. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne. Aujourd'hui, jeudi 6 février, à l'appel de l'intersyndicale. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Isabelle Launay, je suis professeure à l'université Paris 8 en art et en danse en particulier. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer l'article P8? C'est ça? L'article P8, c'est... Ce qui est écrit sur votre bandeau. Ah, art P8. Non, c'est art Paris 8 tout simplement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui, je suis là aujourd'hui parce qu'il y a un ras-le-bol généralisé. La colère monte en fait depuis pas mal d'années, une dizaine d'années. Et voilà, je crois que là on atteint un sommet de cynisme et de violence sociale en fait. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a un fascisme social qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les universités, qui est masqué, mais qui avance sérieusement, déterminé, face auquel il faut qu'on arrive tous à se mobiliser.
Et ça se traduit comment concrètement? Bah, très concrètement, ça veut dire la précarité généralisée pour tous. Pour tous, des plus pauvres aux plus diplômés. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes étudiant, que vous avez fait un doctorat aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près bac plus 8, 10, que vous êtes excellent, mais vraiment excellent, parce que la concurrence est rude, que vous avez déjà publié, et bien ce qu'on vous promet aujourd'hui, c'est un contrat précaire sur 3 ans maximum, et ça c'est à vie, parce qu'il n'y a aucune création de poste. Donc il faut savoir qu'on a absolument besoin de collègues, on n'a pas envie de primes, on n'a pas envie de répondre à des appels à projets qui nous épuisent. On a vraiment envie de collègues, tout simplement de collègues, pour assurer un minimum de travail correct. Et il faut savoir aussi que la France, en termes de recherche, est encore une des meilleures au monde, mais pas grâce, malgré l'inventivité, la ténacité, la détermination des enseignants-chercheurs. Je veux dire, ce qu'on produit en sciences humaines notamment, il est cité dans le monde entier. Et ça, malgré les conditions dans lesquelles on travaille. Donc voilà, c'est notre force, mais il faut arrêter, quoi. Ils font que ça a divisé les travailleurs. Ils utilisent les chômeurs pour faire pression sur les actifs. Ils utilisent les contractuels en les précarisant pour faire pression sur le statut de ceux qui ont acquis, qui ont conquis un statut. On ne leur a pas donné. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc la conquête, elle est à continuer, quoi. C'est la recherche comme service public, vraiment. Or, ce qui se passe au niveau de la recherche, c'est une privatisation masquée, là aussi. C'est des appels à projets pour les soi-disant excellents. Et avec un comité de pilotage qui, dans la LPPR, sera d'emblée sous la houlette du Premier ministre, qui va donner ce qu'il est nécessaire de faire en termes de recherche, les directives de recherche sur la nation. Ce n'est pas les chercheurs qui vont les définir. Alors c'est nous qui savons ce dont on a besoin et quels sont les besoins. Et le gouvernement ne cesse de parler d'autonomie, mais c'est précisément l'autonomie de la recherche qui vous est retirée en tant que chercheur. Complètement. Là aussi, il y a un mensonge à tous les niveaux, on le sait. C'est au nom d'une paix sociale qu'on matraque les étudiants et les travailleurs. C'est au nom de l'autonomie qu'au contraire, on produit des politiques d'enchaînement de la recherche. Donc c'est un mensonge généralisé et les mots pour les chercheurs, ils ont un sens. Donc il faut qu'on leur arrache le masque de leur discours. C'est insupportable de mentir à l'échelle nationale comme ça, quoi. Et les médias doivent prendre en compte ça, ils doivent donner la parole aux gens qui savent de ce dont ils parlent. Donc ça, je pense, merci Luma, parce que vraiment, c'est un des rares journaux lisibles aujourd'hui, quoi. Vraiment, quoi. Merci beaucoup, madame. C'est comment votre nom? Isabelle Lenay. Merci, madame Isabelle Lenay. Merci pour votre témoignage. Voilà une enseignante chercheuse à Paris 8 qui nous dit comment ce gouvernement falsifie le sens des mots, puisque, comme on le sait, pour la bourgeoisie, les mots sont gratuits. Et donc, on peut se payer de mots, mais pour ceux qui les vivent dans leur chair, les mots ont le poids et ont un sens et sont porteurs de vérité. Voilà, c'est dit. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui, jeudi 6 février. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. On nous fait la guerre et la police aussi. Mais on reste déter pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste déter pour bloquer le pays. Mais on reste déter pour bloquer le pays. Voilà le chant entonné par les enseignants au micro de l'Humanité. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui, jeudi 6 février, les manifestants toujours aussi combatifs, énergiques, déterminés à se faire entendre par ce gouvernement alors que s'ouvre le débat au Parlement avec un Sénat
vent debout, n'est-ce pas, mais aussi des députés de gauche qui ont déposé 22 000 amendements accusés de faire obstruction quand le gouvernement a décidé une procédure accélérée. C'est quand même pour le moins contradictoire. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Lorelai, j'ai 18 ans et je suis étudiante en histoire géo. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi je suis là? C'est déjà un peu ma tradition familiale d'être dans les manifs, tout ça. Et puis ensuite je suis là d'abord pour la réforme des retraites et puis tout ce que ça engendre dans l'enseignement et dans la recherche, mais plus particulièrement dans toutes les professions. Et est-ce que vous avez les moyens financiers concrètement de payer un loyer, de payer vos revenus ou de penser seulement à vos études? Non, j'ai pas du tout les moyens. Du coup, c'est pour ça que j'habite chez mes grands-parents. J'habite en théorie à 1h30 de la fac, donc c'est juste pas possible. Et là, l'autonomie de la jeunesse, ça n'existe pas. J'aimerais beaucoup, déjà pour mes grands-parents et puis pour moi, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, je peux pas. Je travaille pas parce que je touche la bourse et que j'habite pas toute seule. Mais si je devais habiter toute seule, s'il n'y avait pas mes grands-parents, je serais obligée de travailler. Et en fait, je fais un double cursus et je pourrais pas faire de double cursus, profiter de ça si je devais travailler à temps plein. Voilà. Là, par rapport à la réforme des retraites, pourquoi je suis là déjà parce que j'étais sensibilisée du coup depuis très très longtemps. Et puis parce que je pense à moi et puis à tous les autres jeunes et à tous les adultes de maintenant qui auront pas ce dont ont bénéficié les plus âgés. Et surtout, c'est surtout un système d'égalité que je veux qu'il soit instauré en France, quoi. Donc, je pense qu'on est assez riche pour ça et qu'il faut en profiter, quoi. Et vous qui représentez la jeunesse, l'avenir de demain, on vous promet un avenir sans travail, au chômage, avec des salaires bas? Je me prépare un peu à ça parce que j'ai beau faire des études et j'ai beau faire ce qu'il faut pour avoir la chance de pouvoir faire ce qu'il faut pour éviter ça. Et je suis absolument pas certaine d'avoir un travail bien payé, pas précaire au bout du compte, quoi. Voilà. De rien. Merci, voilà une étudiante qui nous parlait de la précarité des jeunes et ce fameux mot d'autonomie qui est brandi à toutes les sauces. Mais cette fameuse jeunesse empêchée d'être autonome, obligée de vivre encore chez ses parents ou chez ses grands-parents, comme en témoignait cette jeune fille au micro de l'Humanité, parce que contraint par les conditions imposées qui sont celles de la précarité et de la précarisation de toute une partie des jeunesses françaises. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Trois spécialités, mensonge, mépris, austérité. Jean-Michel a choisi ces trois spécialités. Mensonge, mépris, austérité. De Blanquer, il y a toujours moins de matière. De matière, de matière. Bac local, Bac local, bac local. Voilà le cortège maintenant des enseignants, notamment du secondaire, les lycéens, je rappelle les lycéens dans le 20e qui ont été mis en garde à vue de manière absolument scandaleuse, où une manifestation, rassemblement spontané de soutien s'est mis en place ces derniers jours. Ils sont restés plus de 25 heures, si ma mémoire est bonne. Les lycéens aussi
qui sont dans la manifestation avec leurs enseignants, plusieurs lycées bloqués, les épreuves de 3C, qui sont ces nouvelles épreuves du bac empêchées de se dérouler. Voilà, la colère du milieu enseignant, des jeunes, des lycéens s'exprime aussi très fortement aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation parisienne. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. En direct de la manifestation parisienne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Décidément, vous êtes encore là. On est toujours là et on sera là jusqu'au bout, jusqu'au retrait. On a dit qu'on irait jusqu'au retrait, on ira jusqu'au retrait. Toujours aussi déterminé? Ah bah ouais, un peu fatigué, faut le dire, mais on est là, on ira jusqu'au retrait. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec Blanquer là? C'est quoi ces 0,1%? Bah on sait pas parce qu'on le voit plus depuis que le Conseil d'État a dit que c'était anticonstitutionnel, là, sa fameuse revalorisation. Bah on le voit plus, alors on sait pas trop quoi en penser. Oui, parce que moi je pensais que vos salaires allaient augmenter, vous étiez privilégiés. Bah, nous on n'y a jamais vraiment cru, hein, mais on est content que la lumière ait été faite sur cette escroquerie. Donc je rappelle, le Conseil d'État a rappelé au gouvernement qu'il n'était pas possible, dans le cadre de sa présentation du projet de loi, d'augmenter les salaires des enseignants et qu'il fallait pour cela proposer un autre projet. Alors, en fait, ils ont juste mis en évidence qu'il n'est pas possible, selon la Constitution, de faire des différences de traitement entre les fonctionnaires. Ce qui était la base en fait de sa proposition. Et nous on savait très bien qu'on allait se faire entourlouper, on l'a dit dans la rue, on n'a pas été écouté, donc heureusement qu'il y a quand même le Conseil d'État pour le mettre, pour le dire quoi, tout simplement quoi. Moi je suis au lycée. Donc vous pouvez nous parler des épreuves de E3C? Bah, je peux vous en parler parce que là on est en plein dedans. On a nos lycéens qui ont bloqué les épreuves de 3C mardi et hier. Donc ils sont levés à 6h du matin pour bloquer leur lycée. Les épreuves n'ont pas eu lieu, mais on ne sait pas si elles sont reportées, si elles sont annulées. Là c'est pas de vague, le silence complet. Donc on attend de voir. Aujourd'hui les terminales ont bloqué le lycée par solidarité et parce que aussi ils savent très bien que Parcoursup c'est dans la même logique d'individualisation des parcours et d'inégalité. Sauf que le proviseur dit qu'il ne reçoit pas leurs revendications, pour lui c'est illégitime, ce n'est pas, justifié quoi. Donc refus de faire une AG, d'accepter une AG des lycéens. Là ce qu'ils veulent c'est vraiment laisser pourrir le truc, voire les mettre en colère parce qu'ils leur disent clairement qu'ils n'ont rien à dire, que c'est pas des citoyens. Et qu'ils ont rien, ils ont pas le droit de s'exprimer quoi. Donc on est dans ce climat là quoi. Et le gouvernement il veut à la fois rallonger le temps de travail sur la durée d'une vie, jusqu'à 64, 65. En même temps il supprime des postes en augmentant le nombre d'élèves par classe. Il intensifie le travail et il rallonge la durée de vie de travail. Je veux dire c'est l'exploitation sur les deux lignes. Bah nous clairement en tant qu'enseignants, moi, je sais pas comment je vais faire. Je me vois pas à 67 ans dans les conditions de travail actuelles, voire pire, parce que ce sera pire. Je sais pas comment ils envisagent en fait que nous on puisse tenir jusqu'à 67 ans au bas mot, parce que moi, par exemple, qui ai pris un an de congé maternité parentale, je devrais travailler jusqu'à 68 ans, en ayant commencé ma carrière à 22 ans.
Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour tenir jusque-là, vraiment. Vous aviez droit à un certain nombre de trimestres dans le système actuel, avec le premier enfant. Tout ça, c'est perdu, là. Voilà, en fait, maintenant, on nous parle de 5%, de 10%, de 15%. Puis finalement, les hommes pourront prétendre à ces 5% là aussi. Donc finalement, moi, j'arrive pas à comprendre vraiment comment les femmes pourront sortir gagnantes de ce système-là. Ils ont beau m'expliquer, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Vraiment, Je crois que vous n'êtes pas la seule, puisque l'Institut de la protection sociale ne comprend pas non plus et pense que les femmes seront les grandes perdantes. Et est-ce que vous avez vu la décision de la majorité de refuser de rallonger le congé des parents après le deuil d'un enfant ? Oui, j'ai vu, mais bon, on n'est pas ça près avec ce gouvernement. Enfin, moi, ce qui me fait vraiment peur, surtout, c'est la réaction en fait du président, qui estime qu'il a le droit en fait de dicter aux députés ce qu'ils doivent ou non dire. Donc, d'un côté, on a des députés qui ne réfléchissent pas et qui votent massivement pour une loi qui est inhumaine. Et juste après, on a un président qui estime que lui, il a voix au chapitre. Alors en fait, on est dans quel type de régime là ? Franchement, ça me fait peur, quoi. À partir du moment où l'exécutif s'octroie le droit de commenter ce que font les députés au Parlement, là, on peut vraiment se poser des questions. C'est dans la même lignée que le fait que les parlementaires aient vu leur temps de parole divisé par deux. Il y a quelques jours, j'entendais une de vos collègues, Léa Salamé, qui s'interrogeait sur la nature d'un régime autoritaire. Je crois que là, toutes les conditions sont réunies. Je crois qu'on est en plein dedans et il serait temps que les gens se réveillent et s'en rendent compte. Merci. Merci vous aussi. Voilà le témoignage d'une enseignante qui rappelait l'interrogation sur les dimensions dites autoritaires du chef de l'État. Je rappelle le sondage ELAB paru il y a quelques jours de cela, selon lequel 72% des Français pensaient que le mot autoritaire s'appliquait très bien au chef de l'État. L'enseignante qui rappelle la dimension aussi paradoxale des injonctions du chef de l'État, qui demande à sa majorité d'obéir et en même temps qui leur reproche de lui obéir en leur demandant de faire preuve d'humanité. C'est littéralement une gifle reçue par la majorité, une forme d'humiliation, sans parler du mépris qu'il a pour sa propre majorité, même pas pour le Parlement en général, mais pour sa propre majorité, qui commence enfin à se poser des questions. Cette majorité que le député communiste Sébastien Jumel a qualifié, je reprends les termes, de Playmobil sans cœur, après leur refus de voter l'amendement demandant le rallongement du congé des parents suite au deuil d'un enfant. Voilà, des Playmobil sans cœur, selon les termes du député du Parti communiste français, Sébastien Jumel. Voilà. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui, jeudi 6 février, à l'appel de l'intersyndicale. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Oui, on va gagner. Inutile de me tendre le micro, on va gagner. Vous êtes déterminés. Et on ira sur les Champs-Élysées pour célébrer notre victoire. Et vous verrez. D'habitude, les gens partent un petit peu manifester pour manifester, mais là on sent une détermination. On va gagner. Extraordinaire. Même moi, j'arrive même pas à l'expliquer. Je sens quelque chose de positif. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a des bonnes zones, vous voyez là. Bonne humeur, très très bien. Vous voyez, les circonstances sont totalement avec nous et vous verrez, on va gagner. Oui. Oui, oui. Ah d'accord, donc à Toulouse, je suis conducteur de métro à Toulouse. Ah super, Toulouse, il fait beau. Il fait meilleur là-bas. Il y a des saucisses. Non, je suis agent RATP en fait, à Paris. Et vous en êtes où par rapport à la grève en ce moment ? Là, nous sommes tout simplement en train de réfléchir sur une éventuelle mobilisation. Donc on a besoin comme on a des vies de famille et qu'on a besoin d'être rémunérés, pour l'instant on fait un stand-by. On attend que les circonstances soient de nouveau favorables, en te remerciant. Mais du coup vous participez, vous êtes quand même là pour les manifs ? Bah oui, c'est normal. Et comment ça se passe par rapport à la caisse de grève ? Je vous vois transporter une caisse de grève. Ah oui, la fiche de paye. Montrez-nous la fiche de paye, tiens. Voilà.
0 €. Voilà, 0 € sur la fiche de paye du mois. Vous pouvez montrer le mois? Du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, 0 € sur la fiche de paye d'un gréviste RATP. Bon ben voilà, pour ceux qui pensaient que les grévistes se faisaient payer leur salaire, eh bien là vous avez la démonstration d'une fiche de paye à 0 € quand les factures doivent continuer à être payées, le loyer, les enfants. Ben voilà, la lutte, elle a un prix, mais la solidarité à continuer de se manifester. Est-ce qu'il y a eu de la solidarité par rapport au... Ah oui, il y a toujours de la solidarité auprès des agents RATP, SNCF, des grévistes en général. Ouais, il y a une belle solidarité du public et c'est sympathique, ça fait chaud au cœur. On continue de toute façon, hein, c'est comme ça. Il y a 70% de l'opinion publique qui est pour la poursuite de la mobilisation, donc vous n'êtes pas tout seul. 70, il faudrait que ça soit du 100%. Et les 70, on aimerait tous les voir dans la rue. Et les 100%, tous les voir dans la rue. Voilà. En tout cas, il y a une participation financière. Alors, il y a une solidarité financière des gens qui nous encouragent à continuer. Et oui, donc c'est aussi ce qui fait qu'on continue la grève aussi. Voilà, merci. Merci. Merci aux agents de la RATP dont vous avez pu constater l'engagement, l'espoir aussi qui est présent. On va gagner la détermination après des semaines, enfin des journées, des jours entiers de grève et une fiche de paye à la fin du mois de janvier qui est à 0. Vous avez pu le voir. Moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel. À la poubelle, Macron, Blanquer, Philippe et Castaner, et hop, tout ça à la poubelle. Philippe, Blanquer et Castaner, et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner, et hop, tout ça à la poubelle. Bonjour, vous êtes syndiqué? Je viens de me syndiquer, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes syndiqué? Bah, pour le coup, moi, j'ai rejoint cette lutte là depuis le 5 décembre, etc. Et dans cette lutte, parmi les moteurs, ce sont les syndicats. Moi, j'ai toujours cru et pensé que c'était important de se syndiquer. Et donc là, je l'ai fait dans le sens du mouvement, quoi. Ça fait un moment qu'on nous dit les syndicats sont invalidés, ça sert à rien. Apparemment non. Ben, à mon sens, il y a plein de critiques qu'on pourrait faire, etc. Parfois, ils sont un peu mous pour se lancer dans des choses. Par exemple, l'année dernière, ils ont mis du temps, à part Sud Solidaire, à soutenir les Gilets jaunes. Mais à part ça, quand même, il me semble que c'est quelque chose qui peut être utile à la société. Ils sont là pour défendre les travailleurs. Mais malheureusement, il se trouve que certains syndicats, du coup, décrédibilisent l'ensemble du monde syndical, à l'instar notamment de la CFDT et du jeu malsain qu'ils font avec le gouvernement depuis décembre. Vous avez quel âge et vous faites quoi? Moi, je suis prof de lettres-histoire, donc en lycée professionnel, et j'ai 25 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que c'est ce mouvement, ce collectif, cet esprit de solidarité qui vous a poussé à vous engager dans un syndicat? Oui, c'est ça. Et puis c'est le mouvement aussi dans mon lycée précisément, où il y a des délégués syndicaux, dont la personne à ma droite, qui sont très bien et qui nous motivent et ça fait du bien, quoi. C'est grâce à des gens comme ça qu'on n'est pas tout seul dans son coin à déprimer face aux difficultés du métier, quoi. Merci beaucoup. Voilà, sortir de l'isolement, s'engager, s'organiser. Voilà, c'est une des perspectives du monde des travailleurs. Voilà le témoignage d'un jeune enseignant en lycée pro
professionnel de Champigny-sur-Marne à la manifestation parisienne, lui aussi à l'âge de 25 ans, déterminé à se battre pour le retrait du projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement et à faire entendre sa voix. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité, nous sommes en direct de la manifestation parisienne. À l'appel de l'intersyndicale, aujourd'hui, jeudi 6 février, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On a entendu le témoignage d'enseignants, chercheurs très remontés pour énormément de raisons. La réforme des retraites, la loi LPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui est en train littéralement de casser le métier. Des enseignants-chercheurs qui nous disent que les précaires sont plus nombreux que les statutaires, ce qui évidemment déstabilise la recherche, le temps passé dans les dossiers administratifs plutôt qu'à faire ce qui est le cœur de leur métier, c'est-à-dire enseigner et faire de la recherche, notamment fondamentale. Le témoignage des enseignants du secondaire très remonté contre la loi Blanquer où les nouvelles épreuves du nouveau bac ont été pour certaines annulées, pour d'autres on ne le sait pas, reportées. Un ministre Jean-Michel Blanquer assez silencieux ces derniers temps, nous disaient les enseignants. De jeunes enseignants qui viennent de se syndiquer, parce qu'ils n'ont plus envie de rester seuls dans leur coin en tant que salariés, ils ont envie du collectif, ils ont envie de l'organisation, ils ont envie de connaître leurs droits et de les défendre. C'est ce qu'ils font aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui, jeudi 7 février à Paris. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 €, l'abonnement le premier mois. Qui vous donne accès à l'ensemble du site. Qui ne saute pas n'est pas gréviste. 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 Et hop, tout ça à la poubelle. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Ayad Sarawi du syndicat SUPAP-FSU, en intersyndicale en ville de Paris avec les collègues de la CGT, les collègues de Force ouvrière et les collègues de l'UCP. Donc ce que vous avez derrière vous là, c'est une intersyndicale qui fonctionne depuis le 5 décembre. On n'a jamais été aussi unis, aussi solidaires. Et un mot, retrait de cette réforme scélérate. Et cette solidarité, cette dimension interprofessionnelle entre les secteurs, entre les syndicats, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou bien connu Je suis syndicaliste depuis plus de 20 ans, j'ai jamais vu ça. On est solidaires, on échange entre nous, on travaille ensemble dans un régime bon enfant, les égos sont mis de côté, on est tous d'accord. Vous pouvez nous rappeler, vous êtes enseignante, vous êtes... Non, je ne suis pas enseignante, je suis fonctionnaire à la ville de Paris, responsable syndical, anciennement agent de la surveillance. Mais voilà, donc il y a tout plein de corps de métier. On a des collègues de la DASCO, des collègues... La DASCO, c'est les affaires scolaires, des collègues, des affaires sociales. On a des éboueurs, on a des... que j'oublie personne parce que j'ai pas envie de froisser les uns et les autres. Mais c'est... voilà, on touche de plus en plus de personnel. Voilà, la chose commence à prendre. Je me souviens d'une assistante sociale qui me disait, quand elle a commencé son métier, elle avait peur de partir en retraite parce qu'elle adorait travailler avec les gens, aller vers les autres.
Et de plus en plus, on lui a imposé du travail administratif qui fait que maintenant, elle attend la retraite. Je veux dire, est-ce que c'est pas aussi la casse des métiers qui fait que cette réforme devient insupportable? C'est qu'à force de mutualiser les moyens, de restreindre l'embauche de fonctionnaires, de ne plus remplacer les départs à la retraite, voilà, on se retrouve avec des collègues qui deviennent polyvalents, une perte du savoir-faire parce que les métiers sont de moins en moins reconnus et on fait de plus en plus appel à la précarité. Les précaires sont souvent des personnes qui ont, même s'ils ont pour beaucoup de formation, ils peuvent être, mais on fait faire tout et n'importe quoi, on mutualise, économie sur économie. Donc on a commencé par la précarité, la mutualisation des moyens et maintenant on casse le système de retraite français. Mais si on fait des économies en mutualisant, comme vous dites, ça veut dire qu'en vérité, on vous fait travailler plus avec le même salaire. On travaille plus, on empêche les créations de postes. Donc de fait, il y a beaucoup de postes qui se perdent. Et on travaille beaucoup plus sur des tâches souvent qui étaient allouées à des agents qui étaient formés pour. Donc les agents maintenant se forment sur le tas ou pas. Et voilà, on les laisse se débrouiller. Merci pour votre... Je vous en prie. Voilà, merci l'intersyndicale des salariés, notamment de la mairie de Paris, qui nous rappelle le très fort sentiment de solidarité qui les rassemble, le sentiment de détermination, de travailler enfin ensemble, ces syndicalistes qui nous disaient ça fait 20 ans que je suis syndicaliste, jamais j'ai vu s'exprimer une telle solidarité, une telle détermination, une telle envie de travailler ensemble, parce que on a des choses à se dire. Voilà, ce sont des conditions communes de travail. C'est une attaque générale, une guerre sociale que mène ce gouvernement contre le monde du travail, le salariat. Mais le salariat qui revient sur le devant de la scène, ces milliers de visages d'hommes et de femmes, de travailleurs du quotidien, ceux-là qu'on ne voit jamais dans les médias, ces visages de l'invisible qui sont pourtant à l'origine de la production des richesses, ceux qui sont dans l'antre, derrière la porte de l'usine, derrière la porte de la salle de classe, dans le bureau de l'avocat, ces producteurs de l'ombre, les voilà sortis de leur ombre, visibles sur la scène publique et en train d'entrer dans l'histoire après 11 semaines de front social, déterminés désormais à jouer leur rôle au premier plan de la scène historique. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle brièvement l'offre de l'Humanité, 1 €. L'abonnement le premier mois qui vous donne accès à l'ensemble du site. Voilà, n'hésitez pas à soutenir l'Humanité au plus près des luttes sociales, au cœur de la lutte des classes, en direct de la manifestation parisienne. Bienvenue à vous. Voilà, nous nous trouvons actuellement, pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau des images, les hommes aux grands bras, appelons-les comme ça, c'est en fait ceux qui précèdent le cortège de l'intersyndicale avec lequel il nous faut, c'est normal, négocier pour pouvoir accéder au cortège des dirigeantes et dirigeants syndicaux. Voilà, bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Le cortège se trouve là juste devant nous, précédé d'un service d'ordre en fait, tout simplement. Je vous invite à commenter et à partager. N'hésitez pas à nous faire remonter vos expériences soit parisiennes, soit de province. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité.
ça là-bas. Bonjour. Ben voilà, il y a des femmes dans le cortège de l'intersyndicale, ça fait du bien. Ouais, parce qu'il y a des femmes, la direction confédérale est à parité à la CGT, il y a autant d'hommes que de femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, la CGT? On est là parce que le combat il continue, que le combat il n'est pas fini, que le retrait du projet de loi, le projet de loi n'est pas retiré. Et puis que voilà, il y a une intersyndicale, la mobilisation elle continue dans la rue et ailleurs, puisque aujourd'hui il y a aussi des nouveaux corps de métier qui rentrent en grève. Lesquels? Il y a des nouvelles usines aujourd'hui en grève, lesquelles, alors exactement là, tout de suite je ne vais pas vous le dire. Mais par rapport au début, on voit bien que tous les jours, par exemple là il y a les incinérateurs qui sont bloqués depuis voilà, c'est pas les éboueurs, c'est les incinérateurs qui sont bloqués. Ah, peut-être aujourd'hui. Et est-ce que la CGT, par la voix de Philippe Martinez, vous n'avez pas arrêté de dire depuis 2 ans ce que propose le gouvernement à travers cette loi des réformes n'est pas clair et en fait, le Conseil d'État, finalement, vient de donner raison à ce que vous répétez depuis 2 ans. On ne comprend pas cette réforme, les projections ne sont pas claires et stabilisées. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, bien sûr, il y a le Conseil d'État, mais pas que. Aujourd'hui, on voit aussi que les caisses de protection sociale, elles ont toutes voté contre ce projet de loi. Il y a aussi, on voit bien les parlementaires. Il y a des économistes de tous bords aujourd'hui qui font aussi des critiques sur cette réforme. Et oui, ce qu'on a dit, on va continuer à le dire parce que c'était déjà vrai. L'étude d'impact, on le voit, beaucoup l'ont relevé. Elle est assez partielle et à la fois partiale sur certains points puisqu'elle ne prend en compte dans les simulations que des carrières qui ont commencé à partir de 22 ans. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas et que la précarité elle existe et qu'un contrat de travail fixe, on le trouve pas, tout le monde ne trouve pas un contrat de travail 22 ans. Donc on va continuer à le dire dans les prochaines, la première réunion de la conférence sur le financement le 18 février. D'accord. Il y a carrément le collectif Nos Retraites relevé, notamment des cas carrément faussés, c'est-à-dire avec des gens qui commencent avec qui finissent avec une retraite avec un plus haut revenu que ce qui a été le salaire tout au long de leur vie. Oui, mais c'est carrément vrai. C'est vraiment faussé. C'est pour ça que je vous disais c'est partial parce que il y a que des cas très. On ne peut pas dire que toutes les carrières sont linéaires pour tout le monde. Et si c'est ça qu'ils appellent un calcul sur un régime universel, l'universalité, ça ne veut pas dire que tout le monde a une carrière lisse. Et en fait, ce que nous on propose, mais pas que nous, c'est déjà de régler les problèmes de précarité et de vie au travail. Et si on règle la précarité et la vie au travail et les salaires bas et les horaires et les ruptures de contrat, évidemment, ça fera une retraite de toute façon meilleure pour tout le monde. Et là, ça fait des semaines que le Front Social est dans la rue. La balle est du côté du Parlement. Mais les parlementaires qui proposent des amendements ou qui proposent une motion référendaire, on les accuse de faire obstruction alors que le gouvernement propose une procédure accélérée. Est-ce que c'est de la démocratie? De la démocratie, certainement pas. De l'autoritarisme, je pense qu'il n'y a pas que nous qui le soulignons, beaucoup de monde souligne que c'est un gouvernement qui veut aller jusqu'au bout
et qui veut aller jusqu'au bout maintenant tout seul. Donc c'est pour ça que le combat il s'enracine, qui va être certainement inscrit dans la durée, on le voit déjà depuis 2 mois mais ça va continuer. Et non, on est loin d'un système démocratique où la parole, que ça soit des organisations syndicales majoritaires du pays, puisque l'intersyndicale est composée de la majorité de celles qui représentent une majorité de salariés, mais évidemment les élus et le parlementaire, on voit que c'est la même chose. Et dans les médias ou le gouvernement, on fait comme si les syndicats ou l'intersyndical n'avaient rien à proposer, alors que vous avez bien un contre-projet de réforme à proposer qu'on peut retrouver sur votre site. Qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr, mais et on ira une dernière fois, je pense, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on le porte et qu'on l'a porté dans les dernières réunions encore. Le 18 février, à la conférence financement, sur la partie financement, on ira une dernière fois. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a des gens qui étaient sourds ou voilà, on va peut-être changer d'interlocuteur, ça m'étonnerait. Mais enfin, on va de nouveau, nous les leviers ils sont pas nouveaux, c'est ce que je vous disais, c'est régler la vie au travail, donc forcément augmenter les salaires. Quand on augmente les salaires, il y a plus de cotisations dans les caisses de toute la protection sociale. Quand on lutte contre le chômage de masse, de l'emploi, ça fait aussi rentrer des caisses. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est aussi 6 milliards d'euros par an pour les caisses de la sécurité sociale. Et en fait, il faut pas tant d'argent que ça pour régler le problème. Donc il y a des solutions, il y en a. Et on voit bien aujourd'hui aussi les actionnaires du CAC 40, les dividendes qui sont sortis avec encore des chiffres records et les plus hauts pour la France en plus. Donc je pense que de l'argent, s'il faut en trouver, on sait où en trouver. Après, être écouté, ça sera autre chose, puisqu'on n'est pas sur le même projet du tout de société que ce que propose le gouvernement. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les suites de l'intersyndicale? L'intersyndicale, elle est ce soir, donc les suites, on ne va pas les annoncer à l'avance. La discussion, elle est ce soir, et donc je pense que en plus, la presse est invitée, donc c'est à la CGT. D'accord, mais en tout cas, toujours aussi déterminé. Toujours aussi déterminé, et je pense que partout en France, alors les modalités, elles changent, elles évoluent au fur et à mesure, mais tout le monde est déterminé, et tout le monde, et voilà, on va aller jusqu'à la victoire et jusqu'au retrait de ce projet de loi pour améliorer le système. Et, on avait cru pouvoir invalider les syndicats, c'est le grand retour de la lutte syndicale. Ouais, c'est le retour de la lutte. Alors c'est le retour de la lutte, on va dire interprofessionnelle, ouais, parce que ça c'est des sujets, entre autres les retraites, la protection sociale, qui concernent évidemment tous les Français, donc tous les métiers. Donc là, forcément, les luttes sectorielles, y compris à la CGT, elles sont plus trop d'actualité, même si c'est des camarades qui se battent évidemment dans leurs entreprises pour des problèmes aussi spécifiques, ou d'emploi, ou de salaire, ou de conditions de travail, bien sûr. D'accord. Et vous pouvez me donner votre nom? Nathalie Verdeil. Philippe Martinez, dans les pages de l'Humanité, disait que le niveau de la lutte est arrivé à un point tel du mouvement social qu'il allait falloir des relais politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les relais politiques, c'est évident. La loi, jusqu'à maintenant, les organisations syndicales n'ont jamais à la fois proposé des lois ni voté les lois. Donc forcément, il faut des relais politiques. Et il faut aussi des relais politiques pour porter, parce qu'au-delà de ce sujet des retraites, on voit bien aussi la colère et le malaise qui s'est exprimé sur des choix de société. Il y a des idées qui ont avancé aussi, on voit, et qui sont diffusées. Hein. Quand on voit, ne serait-ce que des avocats ou des médecins qui protestent aussi contre un système de plus en plus inégalitaire, il va falloir plus globalement que des politiques et qu'un projet politique se forme pour vraiment transformer les choses et proposer un autre système, bien sûr. Est-ce que nos sociétés, que ce soit ici, aux États-Unis, où il y a la montée de Sanders, est-ce qu'il n'y a pas un épuisement de l'idéologie néolibérale? Si c'est pas un épuisement, c'est au moins une remise en cause, et de plus en plus justement ces idées qui sont, on voit bien les inégalités, elles se creusent. Il y a toujours de plus en plus de riches, très très riches, et il y a de l'autre côté de plus en plus de gens qui basculent sous le seuil de pauvreté, y compris dans notre pays. Hein. Le dernier rapport d'Oxfam l'a confirmé, 400 à 500 000 gens qui ont basculé sous le seuil de précarité. Donc forcément, et dans tous les pays, je pense que oui, il y a forcément, je pense que la colère, elle vient de là, c'est une rébellion sur la répartition des richesses. Clairement, aujourd'hui, on peut faire autrement, et on le voit aussi sur les causes environnementales. Il y a des prises de conscience qui sont importantes aujourd'hui, et tant mieux, parce que je pense que tous les gens qui sont ici dans la rue pensent qu'on peut vraiment faire autrement. Merci beaucoup Madame Nathalie Verdeil, responsable à la Confédération Générale du Travail, qui
qui vient de témoigner au micro de l'Humanité. On est devant le cortège de l'intersyndicale. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité aujourd'hui, jeudi 6 février, à la manifestation parisienne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bonjour Monsieur Yves Verrier, vous êtes dirigeant de Force ouvrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, après 11 semaines de lutte, votre présence aujourd'hui ? La présence, elle est aujourd'hui dans la rue parce que à l'Assemblée, les parlementaires, les élus, députés sont en train de discuter des 2 projets de loi qui portent sur la réforme et donc le projet de système universel de retraite par points. Et on leur a écrit à tous pour leur dire, surtout ne votez pas ce projet de loi, c'est une erreur. Le Conseil d'État, qui est quand même une instance importante de la République, notamment en matière justement de législation, d'élaboration de la loi, vient de confirmer point par point sur les aspects essentiels des conséquences de ce projet, les analyses que nous avons portées, sur lesquelles le gouvernement pourtant n'a pas voulu nous écouter. Il s'obstine, ce n'est plus de la détermination, ça n'est pas de la fermeté de la part du gouvernement, c'est devenu de l'obstination parce que le Conseil d'État lui-même constate que ce projet de loi n'est pas assuré sur le plan financier, les projections financières sont lacunaires, il nous dit qu'il n'est pas garanti ni sécurisé sur le plan constitutionnel, il confirme que pour beaucoup la retraite va être incertaine, illisible, que le 1 euro cotisé donnera les mêmes droits masque une complexité bien plus grande, peut-être même que le système actuel, dont on nous disait qu'il est complexe. En réalité, ce qu'on nous propose va être beaucoup plus difficile à comprendre pour chacun des salariés qui seront concernés par sa mise en œuvre. Donc, on est venu aujourd'hui dire aux élus, ne vous fourvoyez pas, messieurs et mesdames les députés, ne vous fourvoyez pas dans ce projet de loi, c'est une erreur, ne le votez pas, et dites au gouvernement de cesser l'obstination, de convenir, puisque y compris ceux dont on nous dit qu'ils ont glissé à l'oreille du président quand il était en campagne cette idée d'un système universel de retraite par points, M. Bozio par exemple, l'économiste, qui de tribune en tribune dans la presse prend ses distances avec le projet porté par le gouvernement aujourd'hui. Donc voilà, tout converge pour finir par convaincre le gouvernement, et c'est ce que nous voulons dire aux députés. Ne votez pas, mesdames et messieurs du gouvernement, remisez ce projet de loi, revenons au point de départ. On peut et on doit améliorer la situation, notamment en matière d'emploi, pour améliorer les droits à la retraite des salariés. Il y a cette dimension lacunaire notamment, mais il y a carrément des chiffres dont on se demande si c'est de l'incompétence ou si c'est de la fausseté au sein de l'étude d'impact qui ont été remis en cause. Qu'est-ce que c'est qu'une étude d'impact où on vous dit que vous gagnerez plus à la retraite que ce qui était votre salaire durant votre temps de travail ? Mais à l'évidence, alors que ça fait près d'1 an qu'on demandait au gouvernement, puisqu'il nous assénait des formules qui pouvaient sembler généreuses, eh bien qu'il nous démontre concrètement, en prenant cas par cas, situation par situation, ce qu'est la situation aujourd'hui, ce qu'elle sera demain. Jamais on ne nous a fourni de simulation. Quand il y en a eu, y compris celle du haut commissaire au mois de juillet, en réalité, on s'est aperçu qu'il trichait sur la situation actuelle pour favoriser son projet lui-même. Ensuite, quand nous, on a essayé de faire des simulations, le gouvernement nous accusait de faire des fake news, mais on s'aperçoit que dans le même temps, il n'avait rien préparé, rien anticipé, rien calculé d'une certaine façon, puisque l'étude d'impact a été faite au dernier moment, apparemment, que le Conseil d'État a même dû demander au gouvernement de revoir cette étude d'impact dans un délai très court, qu'il a été revu et que pour autant il reste très lacunaire et donc incertain. Je l'ai dit souvent, ce projet de loi n'est pas maîtrisé par les membres du gouvernement qui ne connaissent même pas le système de retraite actuel et qui ne connaissent encore moins ce que donnera leur projet de système universel de retraite par points. J'ai dit c'est le Frankenstein des retraites, la créature échappe à ses créateurs. Donc ne vous fourvoyez pas là-dedans, mesdames et messieurs les députés, les salariés qui manifestent et qui ne sont pas
d'accord avec ce projet sont aussi vos électeurs. Écoutez-les, débouchez-vous les oreilles. À propos d'écoute, vous êtes représentant du monde des travailleurs, vous êtes dans le cadre d'une intersyndicale qui est dans la rue depuis 11 semaines, un conseil d'État avec Anicet Le Port, membre honoraire, qui dit ce gouvernement maltraite l'état de droit, des députés de gauche accusés de faire obstruction à l'avancée de la loi quand le gouvernement impose une procédure accélérée. Enfin, en termes de démocratie, qu'est-ce que vous en pensez, Yves Verrier ? Je pense qu'il faut que l'obstination du gouvernement cesse. On lui avait vendu dans un beau paquet cadeau l'idée d'un système universel de retraite par points. Une fois déballé, on s'aperçoit que le système en question ne fonctionne pas du tout. Il se délite de toutes parts. Donc arrêtons les dégâts tant qu'il est encore temps. Et quelles sont les prochaines étapes de la lutte? Vous êtes toujours aussi déterminé? Oui, c'est la longueur. On nous demande, on nous interroge sur le nombre de manifestants. Évidemment, c'est compliqué d'avoir toujours autant de manifestants après de telles longues semaines de mobilisation. Mais la longueur montre d'une autre façon la détermination. À la place de la masse immédiate, on a remplacé par la durée parce qu'on a compris qu'on était confronté à un gouvernement qui ne voulait pas bouger d'un poil, qui reste obstiné. Donc face à l'obstination, nous, on veut afficher notre détermination à ne pas lâcher. Alors, on va être imaginatif, on va trouver des formes de mobilisation qui ont pour objectif de, jusqu'au bout, continuer à dire au gouvernement, il faut arrêter les dégâts. Et Yves Verrier, Philippe Martinez, dans les pages de l'Humanité récemment, disait nous, on a fait énormément du point de vue du Front social, de l'intersyndical, de la solidarité interprofessionnelle. Maintenant, il faut un relais de la sphère politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun son rôle. Donc moi, je continue sur le terrain syndical. Je crois beaucoup au rôle essentiel des syndicats en matière de démocratie. Je crois que la négociation collective, l'écoute de ce que portent les syndicats est une composante majeure de la démocratie et de notre République. Il n'y a pas de République sans idée de justice sociale, disait Jaurès. Bien, c'est ce que nous portons en tant que syndicats. D'accord, très bien. Merci Yves Verrier. Merci. Voilà le témoignage d'Yves Verrier, responsable syndical à Force ouvrière au micro de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui, jeudi 6 février. Bienvenue sur le Facebook Live. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Voilà, bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous étions en direct du cortège de l'intersyndicale où nous avons reçu le témoignage d'une responsable de la Confédération Générale du Travail, la CGT, Nathalie Verdeil, mais aussi le responsable syndical, le dirigeant Yves Verrier de Force ouvrière à notre micro, Nathalie Verdeil de l'intersyndicale qui en effet nous rappelait l'augmentation des inégalités, la nécessité de partager les richesses, un certain épuisement de l'idéologie néolibérale. Yves Verrier qui nous rappelait le dogmatisme ou, comme il dit, pour reprendre ses termes, l'obstination d'un gouvernement de plus en plus isolé, de plus en plus qui sort affaibli de 11 semaines de front social. Et puis Philippe Martinez qui rappelait récemment dans les pages de l'Humanité la nécessité après 11 semaines de front social d'un relais politique. C'est aux politiques aussi de jouer leur rôle. C'est ce qu'ils font les députés de gauche au Parlement qui ont déposé plus de 22 000 amendements, mais aussi les députés communistes qui proposent une motion référendaire, l'organisation d'un référendum, que ce soit